Thomas Solignac, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la table d'Icare. Tu es là pour parler d'IA, mais comme je t'ai mentionné avant le début de l'épisode, on ne va pas parler que de ça. Mais pour la première question, je pense que ça serait quand même intéressant que tu nous donnes ta manière d'expliquer l'IA, donc sous 3 niveaux différents. Donc, le premier niveau, ça sera celui d'un enfant de 7-8 ans. Le deuxième, ça sera celui d'un lycéen. Et le troisième, ce sera un niveau un peu plus expert. Donc c'est le moment où tu peux peut-être rajouter quelques détails un peu plus techniques. Donc, je t'en prie, explique-nous l'IA sous 3 niveaux. L'enfant de 7-8 ans, c'est pas facile. Hein. Je compte bien, ils commencent à savoir à peu près compter, parler, écrire, mais ça va pas beaucoup plus loin. Je dirais à un enfant que l'IA, c'est le domaine, ce sont tous les gens qui travaillent sur le fait de faire des machines, des ordinateurs qui font des trucs compliqués, qui réfléchissent, qui trouvent des solutions à des problèmes compliqués. Voilà. Okay. Pour un lycéen, je commencerai quand même à lui expliquer le fait que, en fait, on a des catégories dans le logiciel, dans l'informatique, sur Internet ou dans les logiciels, on a des catégories d'informations, de problèmes qui sont beaucoup plus difficiles que les autres. Je citerai par exemple l'image, le son, le texte, la vidéo, les prévisions ou même le diagnostic médical qui sont des problèmes qui ne sont pas simples, qu'on ne peut pas les réduire à des recettes de cuisine. Et donc je lui expliquerai que c'est ça l'IA, c'est le fait d'aller trouver des algorithmes, des logiciels pour des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués dans leur nature même, quoi. Voilà. D'accord. Et pour un professionnel, ce que je pense que je lui dirais, parce que je lui aurais peut-être dit la même chose que deux autres, mais j'aurais creusé un peu après, je lui dirais que l'IA, c'est le domaine qui consiste à revoir la manière dont on travaille en prenant en compte le fait que la machine va pouvoir automatiser plein de choses, ou la faire différemment, ou le faire mieux, parce que l'IA, ce n'est pas qu'automatiser, c'est aussi souvent faire mieux. Et donc, ça réécrit un écosystème économique, une chaîne de valeur, un écosystème industriel, en automatisant, en prenant en charge, en digitalisant des choses qu'on ne pouvait pas digitaliser avant. D'accord. J'imagine que tu as une bonne connaissance de l'arborescence d'intelligence artificielle, donc peut-être les nouvelles technologies qui sont en vogue en ce moment. Est-ce que tu peux rapidement nous dire une innovation récente qui t'a peut-être surpris ou intéressé Je suis de près les dernières évolutions des robots autonomes, parce que ça fait très longtemps qu'on parle des robots qui manipulent des objets, etc. On commence à arriver à des stades très intéressants. On sait que ça va être un peu subite, les robots. C'est-à-dire que, un peu comme finalement les LLM, avec l'arrivée de ChatGPT, en 2 ans, le truc a été renversé. On sait qu'on a un très grand nombre de sujets de manutention. Et donc, on est en train d'augmenter la qualité des robots, de diminuer leurs coûts, et en même temps, on affronte des sujets d'énergie. C'est-à-dire qu'un robot, il y a des enjeux de batterie, etc. Et en fait, on est en train d'essayer d'atteindre le stade où c'est moins compliqué d'opérer avec des robots qu'opérer avec des humains. Et donc, on s'intéresse bien sûr à tous les secteurs où les humains se font mal, où c'est pénible, où ils se font du dégât physique, etc. dans la manipulation. Et en fait, on est en train d'y aller progressivement, mais là, il y a quand même une accélération depuis quelques temps. Tesla s'y est mis. Alors, il y a bien sûr Boston Dynamics qui bosse là-dessus aussi. Et voilà, il y a une vraie évolution dernièrement là-dessus. Moi, je le suis de près parce que c'est le moment où l'IA va commencer à vraiment arriver dans le monde physique, en fait, d'une manière un peu massive. Et ça fait un petit moment qu'on l'attend et ça pourrait enfin être proche. Donc ça m'intéresse beaucoup. D'accord. On peut parler un peu du futur de l'IA. Peut-être des grands travaux qui sont en cours, mais on pourrait peut-être mentionner d'abord ce que Yann Lequin avait mentionné de ses inquiétudes sur l'open source et sur les grandes compagnies qui possèdent les grands algorithmes qui gouvernent un peu la pensée humaine s'ils deviennent vraiment importants. Qu'est-ce que tu penses du futur de l'IA et du coup de ce côté open source ou non? À toi de me dire ce que tu prévois dans le futur. Il faut différencier 2 choses sur l'open source. Il y a la question de la disponibilité visible dans l'écosystème public des algorithmes. Et il y a la mise à disposition d'un algorithme entraîné, on va dire, ou d'un algorithme dans sa forme définitive.
Et en fait, c'est deux choses différentes. Effectivement, d'abord, sur l'algorithme lui-même, il y a un enjeu, je dirais, de souveraineté, de disponibilité, puisque factuellement, ce sont des technologies très puissantes. Et donc, bon, il y a un enjeu, est-ce que chacun puisse les développer, je dirais, en faire une lecture souveraine aussi, hein, possiblement au niveau des États, des entreprises, etc. Ceci dit, je pense que la question adressée ici est plutôt celle de l'algorithme finalisé avec son entraînement, etc. Puisque aujourd'hui, on a une grande partie des IA, et donc on parle des LLM en particulier, qui fonctionnent par entraînement. Et donc, ils ont un fonctionnement, une lecture, une manière de discuter, d'échanger, de prendre des décisions qui est profondément en lien avec les données qu'ils ont reçues. Et donc, ça veut dire que l'IA, en fait, elle est pleine de subjectivité. En fait, elle est comme une personne, c'est-à-dire qu'elle a des points de vue, des défauts, des points sur lesquels elle a raison, d'autres sur lesquels elle a moins raison. Peut-être elle a tort, elle a des biais, parfois qui peuvent être des biais sexistes, des biais genrés, plein de choses, des biais de toute nature. Ça peut être plus ou moins grave, ça peut être pire ou mieux qu'autre chose, mais en tout cas, voilà, c'est pas neutre. Et donc l'IA comprend une vision du monde, vraiment c'est une perspective sur la manière dont les choses fonctionnent et sur la manière dont elles devraient fonctionner. Si par exemple vous êtes un dirigeant d'une entreprise ou juste un manager simplement, et vous êtes manager et à un moment donné vous avez un enjeu RH de premier plan, une situation difficile. Classiquement, c'est tout à fait entendable de consulter l'IA pour avoir une opinion, pas forcément la suivre à la lettre, mais en tout cas lui poser la question pour éclaircir des réflexions. Évidemment que une décision RH difficile, sensible, elle s'appuie sur des modèles éthiques, sur une culture, etc. Vous allez avoir par rapport à ça une subjectivité, une arbitrarité, je dirais même. Et donc cette arbitrarité, il faut l'assumer parce qu'elle est réelle. On arrive à des niveaux d'intelligence sur la machine, ou en tout cas, je vais le dire autrement, des niveaux de généralité, une telle exhaustivité dans les sujets qui sont traités, qu'en fait, l'IA a un avis sur tout. Quand on a un avis sur tout, on ne peut pas juste dire que son avis est... je dirais, la suite d'un truc extrêmement logique et évident. C'est pas évident du tout, c'est une convergence statistique depuis un entraînement. Et donc, quand on importe de l'IA, en fait, on importe une culture, on importe une vision du monde, et on peut pas s'en déculpabiliser, on peut pas faire comme si ça n'était rien ou que c'était pas notre faute. C'est effectivement le choix qu'on a fait d'apporter une certaine manière de travailler et de voir le monde, et elle nous influence de plus en plus, puisque ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'IA commence à s'installer comme un hybride de la pensée humaine. C'est un peu comme si on avait un lobe cérébral supplémentaire qui était ChatGPT. C'est horrible dit comme ça, mais dans le côté positif, de la manière que Google fait partie de nous, qu'on a toujours une calculatrice dans notre poche, hein, ce qui peut paraître très bête aujourd'hui, mais il y a 30 ans, ça pouvait être une confrontation idéologique. Voilà, ces choses-là, effectivement, le cerveau humain s'adapte aux disponibilités. Et factuellement, qu'est-ce qu'on met dans notre cerveau aujourd'hui ? Google fait partie de notre cerveau, ChatGPT est en train de commencer de plus en plus à faire partie de notre cerveau, pour certains c'est déjà très avancé. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans notre tête à cet endroit-là, quoi ? Donc du coup, ces modèles-là, c'est un type d'intelligence artificielle, donc c'est le type statistique, donc connexionniste ou connectiviste. À chaque fois, j'ai toujours des problèmes. En général, on dit connexionniste. Connexionniste, d'accord. J'ai appris à travers ton entreprise, donc Golem IA, ou AI, Golem AI, donc la version anglaise, qui a plusieurs types d'intelligence artificielle, donc le type collectiviste du coup, et le type symbolique. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer la différence et s'il y a d'autres types d'intelligence artificielle, de nous expliquer aussi? Quand j'ai commencé à travailler sur Golem.ai en 2012, société que j'ai gérée pendant 10 ans, le sujet principal, c'était de dire comment on fait pour permettre aux humains de contrôler par la voix des objets du quotidien. Et en fait, avec l'évolution, donc on a commencé à faire ça, c'est-à-dire que technologiquement ça a marché, je travaillais sur ce moteur un peu d'IA, puis progressivement c'est allé, quand on a commencé à aller vers le business, on a un petit peu dérivé la fonction première du produit, on l'a dérivé vers du traitement du mail et du document progressivement. Ils sont devenus les deux grands sujets qui sont encore là aujourd'hui. Quand on est en 2012, l'hégémonie du deep learning, elle est un peu plus relative. C'est-à-dire qu'on a des cours de deep learning disponibles en ligne sur des plateformes. Google en particulier, je crois qu'à l'époque faisait déjà des cours de deep learning sur la manière dont il implémente dans les voitures autonomes. Donc bref, le deep learning est en vogue, mais il n'est pas encore écrasant complètement. Et en fait, je dirais que c'est fin d'année 2010, on va dire entre 2005 et 2012-2013, c'est une période où en fait le deep learning était en train de tout écraser. Et en fait, qu'est-ce que ça écrase ? Aujourd'hui, on s'en souvient plus, c'est un siècle oublié, on va dire, cette histoire. Enfin, il y a une période oubliée de l'histoire
qu'est-ce qu'on faisait en IA avant de faire du deep learning. En fait, on fait plein de choses, mais c'est tellement homogène à l'informatique de manière générale, cette manière de faire de l'IA, qu'on l'oublie qu'elle existe. Et effectivement, ça porte un nom, ça s'appelle l'IA symbolique. C'est le fait de concevoir explicitement des systèmes cognitifs qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'on va aller définir, on dit parfois des règles, mais c'est un gros mot, des règles. On va plutôt définir des comportements, des manières, des comportements intellectuels, cognitifs, qui vont permettre de prendre une décision. Et c'est l'idéal, hein. C'est-à-dire que dès qu'on peut faire de l'IA symbolique, il faut en faire parce que c'est plus simple, c'est moins coûteux, etc. En général, le deep learning va venir se justifier par le fait que on va traiter des cas qui sont difficiles, je dirais, à objectiver, à normaliser, dans des processus cognitifs qui sont explicites, puisque c'est à la fois la force et la faiblesse, c'est-à-dire qu'en force, on a quelque chose qui est beaucoup plus stable, puisqu'on l'a défini très clairement, et en faiblesse, on va avoir plus de mal à l'élargir brutalement à beaucoup de domaines différents. Et d'ailleurs, c'est ça, si je devais citer deux choses très étonnantes de ChatGPT, je dirais sa capacité à traiter beaucoup de sujets différents, et deux, sa capacité à créer de la nouveauté, quelque part en combinant en fait, des concepts existants, même si cette créativité elle est statistique, hein, c'est pas une créativité transcendante artistique, ça reste tout de même une capacité à créer du nouveau. Et donc finalement, cette capacité de ChatGPT à traiter un peu tout et n'importe quoi, c'est très co-substantiel du fait qu'il soit statistique, et donc du fait que on est sur des systèmes où on ne va pas modéliser un par un. C'est-à-dire que quand, par exemple, il est capable de traduire, de prendre un texte n'importe lequel et de le réécrire sur le style de Victor Hugo, on n'est pas du tout dans quelque chose qui a été prédéterminé à la main sur c'est quoi le style de Victor Hugo. On est sur un système statistique qui a fait émerger plus ou moins ce comportement-là en voyant des très grosses quantités de données. Et donc ça c'est la force, la faiblesse c'est que on va retrouver du coup des hallucinations. Voilà. Et donc ces deux grandes familles, elles sont vraiment profondément différentes, IA symbolique et IA connexionniste, puisque effectivement le connexionniste va vouloir faire émerger des comportements, on va dire avec peu de contrôle de par la masse de données. Alors que l'IA symbolique se force, je dirais, et avec une présence de l'ingénieur qui est beaucoup plus importante, de l'expert en IA qui est beaucoup plus importante, à modéliser un processus. La réalité, c'est qu'on fait toujours de l'IA symbolique. Le drame, c'est qu'en faisant beaucoup de deep learning, on a un petit peu arrêté ce savoir-faire quelque part alors qu'il est partout. Je citerai ne serait-ce que deux choses qui sont clés en IA symbolique, qui est la modélisation des connaissances et la modélisation du raisonnement. Et en fait, tous les logiciels font ça en permanence, de la modélisation du raisonnement et du langage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des trucs un peu bizarres. Je cite un exemple. Dans plusieurs boîtes qu'on accompagne aujourd'hui, puisqu'on en parlera un peu plus tard, mais un de mes cœurs de métier, c'est que j'accompagne des entreprises à mettre en place de l'IA. On a très souvent des enjeux de matching. Donc, ce qu'on appelle le matching, pour nos auditeurs, c'est le fait qu'on ait, par exemple, on a plein d'appels d'offres, donc voilà, et puis on sait qu'on a, par exemple, des produits. On va voir quel produit correspond à quels appels d'offres, ou par exemple, on va faire matcher des candidats avec des postes d'emploi ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de matching différents dans les entreprises, mais voilà, on essaie de trouver des correspondances entre des objets ensemble. Il y a plein de gens aujourd'hui qui essaient spontanément de faire des matchings avec du LLM. C'est pas complètement idiot, hein, ça peut aider, ça peut apporter de la valeur, mais c'est grossier. Ils prennent un chemin qui va mal marcher, qui va être un peu bloquant, là où en fait le LLM a évidemment une utilité, mais pas à cet endroit-là directement. Le matching, c'est plutôt quelque chose qui se fait en symbolique naturellement, puisqu'on va aller établir des scores, des importances, etc. On va objectiver un certain niveau, ou alors on va faire du deep learning par entraînement plus classique, où on va repartir de zéro, et là on va donner un historique. Mais à supposer qu'on n'ait pas un historique suffisant, ce qui est souvent le cas, on va plutôt essayer de combiner par exemple un LLM qui va retravailler l'information en amont, par exemple en allant analyser des fiches et en essayant d'extraire les données clés ou de les renormaliser, puis ensuite on va passer à un algorithme de matching à partir de là qui va vérifier des correspondances. C'est beaucoup plus efficace que d'essayer de tout faire avec un LLM. Et c'est ça le drame, je dirais, de cette phase technologique dans laquelle on est, dont on se remettra, hein, mais qui est que tout le monde essaie de faire absolument tout le temps avec du deep learning ou du LLM, et en fait c'est souvent c'est pas toujours très malin, quoi. Voilà. Mais ça a gagné tellement, je m'en plains parce que je vois tous les jours des exemples dans l'industrie qui sont un peu misguided, quoi, qui sont un peu à côté de la plaque, mais en vrai au global ça facilite aussi beaucoup de choses. En particulier c'est marrant quand la vague des LLM est arrivée, quand ChatGPT est devenu populaire, tout le monde s'est dit c'est incroyable, ça dialogue.
Et attendez, le truc incroyable, c'est pas que ça dialogue. Moi, le truc qui m'a toujours marqué sur ChatGPT, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que ça transforme de la donnée qui éventuellement n'est pas structurée en information structurée. Ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une crise de la donnée structurée. C'est ça notre enjeu, en fait. Et dès lors qu'on a de la donnée structurée, on peut commencer à avoir des algorithmes beaucoup plus fiables. Mais il n'y a aucun cas où il faut laisser tout le traitement d'une information à faire à ChatGPT. C'est une horreur, c'est pas la bonne chose du tout à faire. C'est intéressant parce que avant toi, j'ai interviewé un chercheur en IA informé. Et de la manière dont il le présentait, j'ai l'impression que c'était un concept nouveau, tu vois, qui venait un peu avec cette envie de réduire l'impact carbone de l'IA, etc. Donc, que tu me dises qu'au final, c'était l'inverse, en fait, que ça a commencé par l'informed machine learning et que du coup, c'est passé à ça pour ensuite revenir maintenant à ce concept-là. Alors c'est plus compliqué, en fait, donc l'IA, on commence à le citer en tant que tel dans les années 50, et en fait, depuis le début, on a les deux familles qui existent. D'ailleurs, ils s'aiment pas, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils se détestent, mais en tout cas, c'est une guerre de chapelle, quoi, et d'ailleurs, ils ont des surnoms l'un pour l'autre. Les connexionnistes, on les appelle les NEET, les scruffy, c'est l'inverse, donc les débraillés, quoi, en français, et les symboliques, au contraire, sont les NEET, donc les plus soignés. Et ça faisait référence à la manière dont, globalement, c'est intéressant, hein, parce que ça traduit aussi des personnalités qui sont différentes. On voit bien que les connexionnistes ont une lecture du monde qui, je dirais, est plus émergente, un peu plus désorganisée. Ils voient plus le monde comme un chaos, alors qu'à l'inverse, les symbolistes, globalement, ont une vision du monde plus organisée, ou en tout cas, ils essaient de l'organiser, de la structurer. Donc c'est deux choses très différentes. Hein. Ça donne pas les mêmes résultats, c'est pas la même mécanique. Ça veut pas dire qu'ils sont inconciliables en fonction des problèmes, des endroits. Ça va même faire de l'hybridation. Hein. Dans les meilleurs systèmes qu'on a aujourd'hui sur le marché, la plupart sont hybridés, c'est-à-dire qu'on a une partie de chaque à des endroits différents. C'est le cas d'ailleurs des voitures autonomes, par exemple. Mais effectivement, les deux se sont entremêlés. C'est-à-dire que, alors de temps en temps, on représente différents moments de l'IA comme ça avec des vagues, et on voit qu'effectivement, les vagues se sont entremêlées. Et donc, il y a des alternances. Aujourd'hui, parfois, on considère que l'IA symbolique, c'est un truc vieux, mais en fait, c'est devenu tellement évident qu'on considère que c'est vieux, alors qu'en fait, c'est la base de tout, et que globalement, à chaque fois qu'on peut éviter de faire du deep learning, il faut. Mais voilà, je dirais qu'il y a une injustice de popularité à cet endroit-là quelque part. Mais qu'est-ce qui est le plus vieux? En fait, non, aucun des données vieux. Je pense que depuis les débuts de l'IA, concrètement, on a toujours eu, à très peu d'années près, cette espèce de concurrence entre les deux. Sachant que le symbolique est quand même plus, naturellement, la continuité de l'informatique. Parce qu'un processeur, c'est une suite d'instructions. Et fondamentalement, du symbolique, ça a vocation à être un peu plus strict. Et le statistique est peut-être un peu plus variant de l'informatique classique dans la mesure où on remet du chaos et de la statistique dans un système qui ne l'est pas fondamentalement, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, ça revient sur les bases de la philosophie humaine de l'apprentissage, qu'au final, est-ce que c'est une cohérence interne ou alors l'expérience qui valide. Enfin, c'est un peu... Absolument. C'est très juste ce que tu viens de dire, la différence entre la cohérence interne et la cohérence externe. On a cette différence-là aussi dans certains modèles cognitifs. La cohérence interne, effectivement, c'est de dire je trouve ça cohérent, c'est-à-dire que les objets entre eux ont l'air de bien aller ensemble. Et la cohérence externe, c'est si ça marche, ça marche. Peu importe les raisons à l'intérieur. En vrai, on a besoin des deux. Hein. Dans l'idéal, si tu fais que l'un ou que l'autre, ça va mal se passer. Mais ouais, c'est clairement deux approches d'ingénierie différentes. Alors, on va du coup parler un peu plus de ton côté business, donc, le fait que tu es un homme d'action qui parle sur énormément de plateformes, de ce que j'ai remarqué, des recherches que j'ai fait sur toi. Et tu es donc, tu as dit pendant 10 ans, tu étais le CEO de Golem, mais est-ce que c'est toujours le cas du coup? Je suis encore au board. Au board, d'accord. Et depuis 2 ans, j'ai lancé une activité qui s'appelle Kairo, qui était, à la base c'était du freelance. Et puis assez rapidement, j'ai décidé de monter une boîte avec 2 associés, qui est une boîte en fait où on accompagne de A à Z des sociétés qui sont plutôt des PME, des grosses PME ou des ETI, dans le fait de mettre en place une stratégie IA de bout en bout. Donc ça démarre de on ne sait pas quoi faire, c'est la panique, on n'a rien, on n'a pas de data, on n'a pas de compétences, machin, etc. Et on les accompagne étape par étape jusqu'au moment où elles ont des solutions qu'elles utilisent tous les jours. Et ça se fait sur des échelles de temps qui sont assez courtes. Hein. C'est-à-dire qu'on peut en 6 mois aller de on n'a rien du tout, on ne sait pas quoi faire, à on utilise un outil quotidien qui nous fait gagner énormément de temps et qui apporte beaucoup de valeur. Du coup, tu as beaucoup d'expérience avec le fait de traiter avec des compagnies, avec leurs besoins, etc. Est-ce que, de par ces expériences, tu as un peu reconnu des patterns de besoins
des choses qui revenaient souvent euh, dans les besoins de ces compagnies. Oui, il y en a beaucoup. En fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des redondances aujourd'hui dans les demandes. Si on commence par les plus grosses évidences, peut-être c'est le marketing. Le marketing, c'est un univers aujourd'hui de production de contenu. Et donc cette production de contenu, alors il ne faut pas la penser encore une fois en production de déchets massifs, hein, c'est pas la question de produire beaucoup énormément, mais c'est la question de, par exemple, être capable de produire des propositions d'articles, de blogs depuis tout ce qui se passe dans l'entreprise en scannant en permanence les projets, les histoires, etc. Et, enfin voilà, proposer du contenu, l'améliorer un peu sur mesure pour des styles éditoriaux, le spécialiser encore davantage. Voilà, donc tout ce qui est lié au contenu dans le marketing est assez évident. De manière générale, tous les aspects du marketing sont soumis à l'IA, mais je dirais que celui-là est le plus évident. Le commercial, c'est pareil, il y a énormément d'éléments de démarchage ou de spécialisation, de focalisation des contenus qui sont possibles grâce à l'IA. Et je dirais que de manière générale, que ce soit sur la relation client, après-vente, avant-vente, sur le commercial ou le marketing, l'IA nous fait rentrer dans un monde de l'hyper-personnalisation. Et ça, c'est évidemment souhaitable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle faire du targeting ou du retargeting. Hein. C'est qu'on essaie toujours de viser une population qu'on connaît bien et pour laquelle on va essayer de spécialiser des messages. Et ça, c'est évidemment efficace, quoi. Voilà. Donc ça, l'IA a un rôle à jouer énorme là-dessus pour toutes les entreprises. Alors après, il y a plein de choses assez évidentes sur, pareil, le recrutement, voilà, la capacité à filtrer, trouver plus facilement les bons candidats, faire les matchings, etc. Ça aide énormément. Sur le commercial aussi, tout ce qui est scan des appels d'offres, chercher les bons appels d'offres dans une boîte. Souvent, on rencontre des entreprises qui n'observent qu'une petite quantité des appels d'offres qu'ils ont à disposition et ça leur prend déjà énormément de temps. Et une fois qu'en plus on a scanné, qu'on a préfiltré, qu'on a choisi, qu'on a proposé, on peut même commencer à faire des propositions de réponse, c'est-à-dire commencer à écrire la réponse à l'appel d'offres. Donc D'accord, ça, ok. c'est intéressant. Alors un gros domaine où il y a beaucoup d'automatisation aussi, où ça revient beaucoup, c'est tous les domaines, tout dont le cœur d'activité, c'est de l'analyse documentaire. Donc c'est souvent des bureaux d'études, hein, quelle que soit la nature de leur secteur, ça peut être dans le bâtiment, ça peut être dans l'écologie, ça peut être dans tout ce qui est électricité, enfin ça peut être dans n'importe quoi, dans l'énergie. Et en fait, tous ces métiers qui, de manière générale, font de la normalisation, de la conformité, de la vérification, je l'ai même vu d'ailleurs hein, sur de l'analyse d'appels téléphoniques ou sur de l'analyse de sites web ou sur n'importe quoi d'autre, tous ces métiers-là sont en train d'être transformés par l'IA, puisque de moins en moins, on a vocation à faire analyser ces contenus massifs par des humains, mais plus à le faire faire par de l'IA. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça entraîne des changements de business model. Ça, c'est un de mes grands dadas, c'est d'aider les entreprises à se projeter sur les changements structurels de business model, parce qu'un changement de technologie, c'est pas juste un changement d'un truc qui est caché, c'est aussi une manière différente de produire de la valeur. Donc ça va être hyper important. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont assez évidentes. Et après, on a toute une myriade de petites automatisations quotidiennes qui varient selon les entreprises, mais souvent qui vont aller mélanger par exemple de l'IA et du no-code. Ça, c'est un truc qui revient aussi beaucoup. Voilà, donc ça va être parfois des petits tableaux de saisie de données qui vont activer un scénario dans certaines conditions. Enfin voilà, plein de petits, je dirais, scénarios métiers sur mesure sur lesquels on va aller apporter de la valeur. Un dernier point que je citerai, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des catalogues de produits, d'informations, enfin des espèces de bases de données comme ça d'informations qui ne sont pas structurées ou pas complètement. Ça peut être par exemple juste un catalogue de pièces, de produits, etc. Et en fait, de plus en plus, on apporte de la valeur en aidant la réindexation, la réorganisation du catalogue automatiquement par l'IA. Voilà, donc ça, c'est aussi une approche qui est hyper importante. On se dit toujours oui, pour faire de l'IA, il faut plein de data et tout, c'est le plus important. On commence par la data, après on verra l'IA. Non, c'est pas vrai. Ça, faut arrêter parce que c'est un truc trop facile. Tu vois, tu dis oui, vous n'êtes pas prêt pour votre projet IA, vous n'avez pas encore la data. Enfin, tu vois, évidemment, c'est trop facile de faire des projets IA quand tout est prêt, tu vois. Mais la réalité business de l'entreprise, c'est qu'on n'a pas le temps, les données sont pas là, etc. Donc il faut jouer avec. Et la réalité de l'IA aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça facilite le travail de ce point de vue-là, pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, l'IA, ça transforme de la donnée non structurée en donnée structurée. Et ça, c'est un des premiers enjeux aujourd'hui de la data qui manque dans les entreprises. C'est pas qu'elle est absente purement, c'est qu'elle n'est pas prête. Et donc l'IA prépare la data. La deuxième raison, c'est que tout ce qui est pré-entraîné, dont les LLM font partie, en fait, il n'y a pas besoin de data souvent. On fait du prompting ou du few shot learning, enfin voilà, des techniques qui en fait vont pas nécessiter de tout réentraîner de partir de zéro. Et donc fondamentalement, non, l'IA n'a pas besoin de data, la data a besoin d'IA, beaucoup plus que l'inverse. D'accord. Et donc du coup, dans des contextes où il manque de la data, mais que tu cherches quand même à trouver des tendances, etc., vous faites quoi? Vous essayez de générer artificiellement de la data, par exemple ou... On va essayer de prendre un exemple. Imaginons qu'on essaie de scanner des appels d'offres.
Un exemple simple, on sait qu'on a une entreprise qui vend un produit A ou un service A, et ils ont des appels d'offres ils en reçoivent, mettons, ils savent qu'ils en ont 100 par jour qui apparaissent en ligne. Il faut savoir sur les 100 lesquels sont pertinents ou pas. C'est très long à lire ça. Bon. Comment on fait ? À un moment donné, on va se poser la question de dire d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on sélectionne un appel d'offres ou pas ? On va faire la liste. Critère 1, critère 2, critère 3. On fait la liste. Dans ces éléments-là, on va commencer par regarder quelle information on a besoin. Et donc ces informations-là, on va les faire lire, mettons un LLM. Je propose un cas très classique, même s'il est déjà bien solide. On va faire lire cet appel d'offres au LLM. Ce LLM, il va nous sortir de l'information dite structurée. Par exemple, voilà le champ 1, le champ 2, le champ 3, parmi toutes les informations qu'on attendait. Une fois qu'on a ça, en fait, on a les deux grands éléments de notre équation. On a une manière de mettre en équation les critères et de dire celui-là il est valide ou pas valide. Mettons c'est un marché 1,5 million, c'est trop petit pour nous, c'est trop gros pour nous, c'est la bonne taille, etc. C'est très simple, c'est une comparaison d'un chiffre. La zone géographique nous va ou nous va pas, etc. Éventuellement peut-être qu'on va chercher un élément tiers, tu vois, pour calculer une distance géographique ou des choses comme ça. Enfin, on peut aller chercher des objets tiers qui vont nous aider ou une base de données de produits pour voir si ça correspond. Enfin, on peut faire plein de trucs, mais voilà, les deux éléments principaux c'est ça. Des règles de matching et du LLM qui va nous aider à transformer un texte en bazar en un texte structuré. Et à partir de là, on y va. D'accord, donc c'est là où du coup tu parles de cette hybridation le symbolique avec le connectivisme. Et finalement, c'est très bête, quand je le raconte, je dis bah oui, c'est évident, évidemment qu'on va pas faire du deep learning pour faire du matching enfin pas à chaque fois, en tout cas, pas tout le temps. Et on voit bien que dans ce cas-là, typiquement, il n'y a aucun endroit où on a injecté de la donnée. On aurait pu par exemple dire ok, on a 1000 appels d'offres qu'on a déjà validés, 1000 qu'on a invalidés, on peut les mettre dans la machine. Avantage, inconvénient. Avantage, éventuellement si on a des difficultés à objectiver le processus de décision, super, on va avoir une IA qui, on ne sait pas trop par quel chemin, va prendre des décisions de sélection d'appels d'offres ou non, un peu comme nous. Génial, on n'avait aucune idée de pourquoi on les choisit, le métier ne sait pas s'expliquer, aucun problème, l'IA fait comme vous. Défaut, on ne sait pas pourquoi. Donc là, on est dans une perte d'explicabilité, une perte de transparence, etc. Donc on va préférer effectivement le matching explicite, tout simplement parce qu'il permet de comprendre pourquoi l'IA a tranché sur un point ou un autre et il permet de créer de la prédictibilité. Donc c'est un peu plus peut-être de travail initial parce qu'on crée quand même un système qui est plus exigeant du point de vue je dirais des informations dont il a besoin, mais on crée aussi un système qui est plus transparent, plus fiable et plus facile à maintenir. Voilà. Et on voit bien dans cette histoire-là qu'effectivement on n'a pas injecté de data dans celle-ci, voilà, comparé à l'autre. Donc il y a toujours plusieurs manières de faire les choses. Ça, je pense que c'est aussi le fait que l'IA commence à se populariser, et en particulier les LLM. On a tendance à avoir des monofocales technologiques, de dire voilà, pour faire ça, il faut ça. C'est pas vrai. La plupart du temps, il y a au moins 3-4 manières différentes de résoudre un même problème. Elles se valent pas toutes, mais il y en a plusieurs. D'accord. On va parler un peu de ton expérience en tant que CEO. Je pense que ça peut être intéressant. Quelles sont d'après toi les qualités que tu as évaluées comme nécessaires à ce rôle de CEO? Et je trouve qu'il y a beaucoup de romantisme par rapport à ça. Donc ce qui est nécessaire d'avoir, mais aussi ce que tu as évalué posséder. Et donc des fois ça va peut-être pas forcément ensemble. Donc est-ce que peut-être que tu as aussi changé ta personnalité pour... C'est une question que je me suis beaucoup posée. Pour faire un prélude, donc j'ai monté un certain nombre de boîtes, parce que j'ai 2 boîtes en parallèle que je n'ai pas encore annoncées, qui sont dans la santé, que j'annoncerai dans quelques temps. Restez connectés, ça va venir. Ouais. J'ai eu un prototype de boîte que j'avais lancé en début d'année dernière, que je n'ai pas continué. Et je suis plusieurs startups, de près ou de loin, que je coach. Et je fais partie d'un écosystème d'entrepreneurs qui s'appelle Le Galion, dans lequel je discute énormément avec les entrepreneurs. Il y a un écosystème que je dirais que j'affectionne beaucoup. Et ces questions-là du CEO, je me les suis beaucoup posées, de voir qu'est-ce que sont les founders qui marchent, quels sont les cofondateurs qui marchent pas, pourquoi, etc. Quels sont les problèmes les plus courants. Et c'est une question vraiment difficile. Sur la question de ce qui fait la qualité la plus importante du CEO, c'est bien ça ? C'est difficile parce qu'il n'y a pas un CEO, il y a des CEO. Et souvent, les CEO sont comment dire ça ? À la fois, ils ont tendance à créer la structure autour de leur capacité et en même temps à faire éponge pour tout ce qui va manquer à la fin. Il y a les deux qui sont vrais. Et donc, par exemple, un CEO commercial, un CEO technique, un CEO gestionnaire, un CEO business, c'est pas tout à fait exactement les mêmes.
Un CEO, par exemple, qui va avoir une vision de son entrepreneuriat par le fait de racheter des boîtes et penser dans le monde de levée de fonds, voilà, qui va penser finalement l'entreprise comme une espèce de mécanique financière, c'est une autre. Le CEO vente, il a cet enjeu de se dire je vais être très focalisé sur la désirabilité. Celui sur la technique, il va être très focalisé sur la capacité à dépasser des choses qui ont l'air impossibles jusque-là et donc à avoir un produit concret dans les mains. Et un CEO gestionnaire va plutôt être dans le fait de dire voilà, il faut que le truc roule. Enfin, voilà, c'est des perspectives. En vrai, personne n'est des binaires. Il y a eu une étude dans Nature qui est parue il y a quelques années qui était intéressante là-dessus, qui étudiait, qui je crois était 2021 ou 2022, qui étudiait justement la nature des cofondateurs, leur style de personnalité, qui est évalué avec ce qu'on appelle le Big Five, qui est un test de personnalité psychométrique qui est assez utilisé pour ça. Et on voit effectivement que la complémentarité des cofondateurs compte globalement. Moi, ce que je dirais qui est le plus important pour moi en termes de qualité, si je devais en donner deux, non, j'élimine. Je vais retirer sur un. D'accord. Pour moi, c'est la qualité number one du CEO et des cofondateurs parce que la numéro un des CEO, c'est la même que celle des cofondateurs. Je pense que c'est le courage. Le courage, je crois que c'est Aristote qui disait ça, c'est la vertu qui permet toutes les autres. Et je crois profondément ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un point de vue philosophique, théorique, éthique ou amusant, c'est ce que j'ai observé sur le terrain. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle qualité que vous donnez à quelqu'un, si la personne n'a pas de courage, vous obtenez la qualité inverse. Prenez quelqu'un qui est gentil, mais qui n'a pas de courage, c'est un hypocrite. Toutes les qualités trouvent leur inverse quand elles n'ont pas leur courage. Donc le courage, c'est le truc numéro un. C'est aussi ce qui fait, par exemple, que ça vous permet d'éviter des personnalités aussi qui sont mensongères, qui vont avoir tendance mythomane. C'est un vrai enjeu dans l'écosystème entrepreneurial d'avoir de... Le mensonge, tu veux dire? Ouais, la question du mensonge est un vrai sujet parce que c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'éléments, de paillettes parfois. Et tout n'est pas possible à vérifier. Parfois, il y a des gens qui se lancent assez jeunes. Puis, il y a un univers d'ego. Plus on monte l'enjeu de l'ego, plus les gens se mentent à eux-mêmes statistiquement. Et très certainement, l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure psychanalytique et psychiatrique. Quand on regarde les statistiques de corrélation entre la psychiatrie et les cofondateurs de start-up, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelques enjeux. Il faut être un peu fou quelque part pour monter une boîte. Le problème aussi de ça, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi un niveau de folie acceptable. C'est-à-dire qu'on voit vraiment dans l'écosystème on a vu par exemple comment s'appelle-t-elle cette boîte américaine qui prétendait faire des prélèvements sanguins avec une seule goutte. Oui, avec la nana qui était habillée comme voilà, Steve Jobs. C'est ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai enlevé mon col roulé avant qu'on démarre. Je me suis dit, la comparaison n'est pas possible. Mais c'est quelque chose qui arrive plus souvent que ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que les choses peuvent être un peu fumeuses, c'est pas toujours facile à vérifier. Et il y a vraiment, on a des personnalités très différentes dans l'écosystème. Voilà. Et donc, c'est vraiment, je dirais que l'écosystème startup en particulier, puisque c'est ça dont on parle, c'est un système qui est très interlié, qui est très connecté à des questions d'ego. Quand il commence à y avoir des levées de fonds, une visibilité publique, etc., les gens commencent à confondre un peu les choses entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est leur fantasme, ce qu'ils voudraient être, ce qu'ils sont, etc. Et il y a vraiment on a un terme en anglais qui est, je ne sais pas comment on le traduirait, auto-illusoire quelque part, ce fait de se mentir à soi-même, etc. C'est vraiment un profil qui existe, peut-être un des enjeux les plus compliqués. Le courage, c'est ce qui permet de sortir de tout ça, c'est ce qui permet de se dire, c'est pas facile mais j'y vais quand même, ok, la vérité c'est pas ce qui m'arrange tout le temps, c'est pas ce qui est le plus simple, mais il faut le faire. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de décisions difficiles. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont commencé à marcher, à mieux fonctionner, à réussir, quand elles ont été face au mur. Et en fait, il y a beaucoup de cas comme ça, de boîtes qui ont galéré vraiment longtemps, etc. Et finalement, cette dernière solution, sur ces qu'on dit non, ça on le fera jamais, vraiment en dernier recours. C'est ce dernier recours-là qui a relancé la boîte. Parce que le dernier recours, souvent, c'est le truc qu'on ne veut pas faire. Et on hésite et finalement, on a honte, on a peur, on n'a pas le courage, etc. Ces trucs-là, en fait, même ça, des fois, certains n'osent pas le faire. Voilà. Donc le courage, ça conditionne absolument tout le reste. C'est complètement fondamental. Et je dirais que ça rend possible le reste aussi. Parce que toutes les autres qualités en dépendent. Si vous êtes bienveillant mais pas courageux, ça sert à rien. Vous essayez de sauver le monde mais vous n'avez pas le courage de le faire, ça sert à rien. Vous voulez révolutionner quelque chose et vous n'avez pas le courage d'y aller, ça sert à rien. Enfin, à un moment donné, le courage va rendre possible tout le reste. Au niveau du coup expérience personnelle, j'ai lu pas mal d'articles du coup sur cette évolution de la personnalité des gens. Il y a des gens qui naturellement sont faits pour être des leaders, mais d'autres pas forcément. Tu l'as très bien mentionné. Et j'ai lu pas mal d'articles sur ce côté culture de l'unicité, de se rendre unique, parce qu'au final c'est un rôle qui est unique dans une compagnie. Est-ce que toi, tu as l'impression que
au fil des années, je dis pas ça parce que tu as les cheveux longs, euh, tu as essayé de développer cette personnalité un peu hors des autres, un peu hors du commun, ou peut-être pas, peut-être que tu as essayé de Moi, garder les pieds sur terre. j'ai vraiment vu les deux dans les entrepreneurs. Je crois pas que ce soit lié nécessairement au fait de garder les pieds sur terre. Je crois que vouloir être unique, c'est pas une très bonne idée. Je pense que creuser ce qu'on est une bonne idée. Alors là, on rentre vraiment dans des questions très très soft, mais bon, voilà, t'es pas sans savoir que je viens du monde de la philo aussi. J'ai toujours une culture philosophique légère, mais un intérêt profond. Et, euh, et je pense que sur la question de la personnalité, ma perspective, elle a toujours été de dire que, comment dire ça, il y a une découverte de soi-même qui s'opère à un moment donné. Il y a aussi une construction, mais il y a une découverte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense par exemple que ce qui nous irrite chez les autres, c'est souvent, ça ne veut pas dire qu'on est la même chose ou qu'on est secrètement ce qui nous irrite, mais ça veut dire que c'est un reflet de quelque chose chez nous, par exemple. Voilà, ça c'est intéressant de le noter. Et donc, il y a un écho entre le monde extérieur et le monde intérieur qui se fait en permanence. Je pense que le monde de l'entrepreneuriat, il est violent pour ça. C'est-à-dire qu'il est violent dans la mesure où il met les gens face à un miroir qu'ils n'ont pas forcément envie de regarder. Et des fois, ça les rend fous. Il y a des gens qui se croient intelligents, merveilleux, bienveillants, machin, etc. Bon, dans la réalité, en fait, dès lors qu'il y a la moindre difficulté, c'est très facile de se dire intelligent, merveilleux, gentil, etc. quand tout va bien. C'est quand c'est difficile ou que les choses sont compliquées que d'un seul coup, les gens se révèlent. Et donc l'entrepreneuriat fait un peu ça, parce que l'entrepreneuriat met en difficulté. Voilà. Est-ce que j'ai cherché mon unicité? Je pense que pour une partie, oui. Quand j'ai eu besoin de nous donner de l'existence et de la présence extérieurement. Et je pense qu'effectivement, moi, je suis très sensible à ce qu'on pourrait appeler l'esthétique de l'être. C'est-à-dire l'esthétique de l'être, c'est pas les cheveux longs, en l'occurrence. C'est l'esthétique du geste, de la voix, de la parole, de comment on interagit avec le monde, de comment on le pense, des valeurs qu'on adopte, mais aussi de comment on les restitue. C'est beaucoup de choses. Et alors, l'esthétique, c'est beaucoup plus fort que le choix du comportement ou que simplement le positionnement intellectuel. L'esthétique, c'est des choses qu'on fait tellement naturellement qu'on ne les pense même plus. C'est ça l'esthétique de l'être. Et une esthétique de l'être, c'est l'aboutissement pour moi ultime d'une culture personnelle ou d'une culture d'entreprise. C'est le truc le plus fort et le plus intéressant. Et donc oui, je pense que j'ai toujours cherché dans mes environnements de travail, alors j'en ai pris conscience progressivement, hein, ça a été une maturation, de cette recherche de culture, d'esthétique de l'être à différents endroits. Et on sent que les entreprises n'ont pas les mêmes. On sent que les réactions, ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas, la manière dont les gens réagissent spontanément n'est pas la même chose. La première culture entreprise que j'ai créée, elle était, je pense, très intellectuelle, très geek, un peu brutal quelque part, dans la mesure où il y a des profils très rationnels, voilà. Et en fait, avec le temps, les choses ont évolué. Voilà, les choses s'affinent. On comprend aussi qu'est-ce que ça veut dire à différents endroits, comment on le pense un peu différemment. Pareil, les boîtes qui sont très tech dès le départ n'ont pas les mêmes cultures que les boîtes qui sont très relationnelles dès le départ, parce que c'est pas les mêmes personnalités. On parlait tout à l'heure de Big Five, dont on se sert pour faire de la mesure psychométrique. C'est pas les mêmes. Les typologies de personnalités qui ressortent sur les développeurs, sur les techs, sur les commerciaux, sur les responsables com, sur les trucs, etc. C'est pas les mêmes types de personnalités. Et donc ça, il faut les prendre en compte, et ça tendance à faire des couleurs, justement, des esthétiques différentes. Ça, c'est clair, il faut le prendre en compte. Je pense que j'ai cherché ce qui faisait ma spécificité, clairement, quand je me suis développé en tant que CEO. J'ai compris à un moment donné que c'était à des endroits où qui n'étaient pas forcément les plus faciles. Je pense que sa spécificité à soi-même, elle demande d'être courageux parce que elle n'est pas forcément évidente. Quand j'ai commencé à monter des boîtes, j'étais très timide sur tout ce qui sortait du professionnel pur. Je voulais raconter des trucs techniques, carrés, évidents, produits, je voulais parler de chiffres, etc. Avec le temps, j'ai compris qu'on m'appelait à un endroit qui était plus intime, qui était celui de ma perspective philosophique, psychologique, sociale, et je dirais même macro, ma lecture finalement de la manière dont le monde s'interface avec tous ces objets technologiques, et je dirais même sur de la pédagogie. Voilà, une espèce de lecture un peu différente, je dirais un peu plus souple, un peu plus humaine du monde. Et c'est pas que j'en avais pas, c'est que je le gardais pour moi. Et ça m'a demandé de laisser tomber une timidité ou une appréhension, je dirais, d'être jugé sur cet endroit-là qui est beaucoup plus fragile. Être critiqué sur un chiffre, etc., un raisonnement, c'est facile, on peut toujours amender le truc. Voilà. Être critiqué, je pense, sur des zones qui sont vraiment de l'être, où on se met en tant que soi-même au milieu de l'équation, c'est plus difficile. Surtout pour des profils comme moi qui viennent du milieu de l'ingénierie, où on est très sensible à la notion du vrai et du faux souvent. Alors pas tous, hein, mais voilà, souvent l'ingénieur, sa qualité, son défaut, c'est qu'il pense le monde en vrai et en faux, souvent. Voilà, donc les choses se vérifient.
Et des fois, on a l'excès contraire, on a clairement des dirigeants qui ne vivent leur entreprise que par leur être, c'est-à-dire qu'ils sont au milieu du truc. Et on a l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est très difficile d'aller sur du concret, etc. On est dans le dramatique de l'existence permanent et tout tourne autour de ça. C'est un autre style, voilà. Mais c'est vrai que de par les différentes interviews que j'ai eues c'est souvent que des profils techniques au final, c'est dur d'obtenir des opinions sur des sujets qui ne sont pas forcément maîtrisés par la personne qui se fait interviewer. Donc, absolument. Moi, je travaille avec plein d'ingénieurs de très grande qualité et ils ont ce truc hallucinant qui est que, comment dire ça, ils ont vraiment cette espèce de binarité dans leur esprit entre ce qu'ils maîtrisent et ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, à la fois, c'est très chouette parce qu'on a des gens qui ont moins ce côté dérivant. Moi, j'ai vraiment bossé avec des gens qui savaient pas, qui cognitivement étaient pas nets avec eux-mêmes sur ce qu'ils savaient faire ou pas, et c'est hyper dangereux. Mais globalement, ce profil-là, au moins cette qualité-là, ils dérivent pas. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils savent et ils savent ce qu'ils ne savent pas. Et ça, c'est cool. En revanche, c'est vrai que du coup, c'est plus difficile de leur demander d'appliquer leur rationalité, leur capacité à des endroits où justement, c'est pas leur domaine d'expertise, ou alors ils ne savent pas tout simplement, ils n'ont pas l'habitude. Un exemple de ça, moi, j'encourage les profils ingénieurs qui ont cette particularité-là, justement à prendre des rôles de direction de premier plan dans les entreprises. En particulier, par exemple, des rôles de CEO. Parce que je pense qu'un ingénieur CEO, ça a plein de qualités. Alors peut-être, c'est vrai que c'est des profils qui viennent un peu moins, qui ont moins entraîné leur relationnel par leurs études, qui connaissent moins les mécaniques business, qui sont peut-être un peu moins organiques, un peu moins chauds, etc. Mais c'est aussi une excellente chose d'avoir à un moment donné, au plus haut niveau, des personnalités qui soient structurées intellectuellement. Parce que des fois, ça peut manquer. Donc les ingénieurs ont vraiment quelque chose à apporter dans l'équilibre des fondations. Je partage vachement cette vision des choses. Je pense, moi j'ai eu un peu la même approche au niveau de mes études. Je me suis toujours dit que c'était beaucoup plus facile de parfaire un profil business et négociation, etc. La partie plus humaine de mes capacités plus tard. Alors que la partie technique, j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'obtenir des années après, quoi. C'est une vraie question. Est-ce que finalement le ticket d'entrée de la technique, il est plus dur que le ticket d'entrée du business? C'est une vraie question. Ce que j'en tire avec le recul, c'est que je pense que oui. C'est-à-dire que globalement, les sujets business sont un peu plus indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement se focaliser sur... je dirais les 2-3 sujets business qui nous concernent et les comprendre indépendamment du reste. C'est plus difficile en technique dans la mesure où effectivement, par exemple dans le monde du logiciel, de l'IT, les objets sont très interconnectés, donc il y a une espèce de fond de compréhension qui va s'appliquer un peu partout. Donc c'est peut-être plus difficile effectivement. Ceci dit, pour moi, le truc le plus précieux chez ces profils-là, c'est pas en soi leur capacité technique ou technologique, c'est leur rigueur intellectuelle. Encore une fois, pas tous, mais il y a cette tendance-là. Enfin, il faut imaginer aussi la vie d'un programmeur. Je pense que ça aide d'y penser. Un programmeur, c'est quelqu'un qui, 150 fois par jour, la machine lui dit « tu as tort ». Et en fait, c'est pas le point de vue personnel de la machine, c'est pas sa sensibilité, c'est pas son éthique, c'est pas sa philosophie, c'est pas son point de vue, c'est mathématiquement le résultat de ce qu'il a écrit. Et finalement, les métiers dans lesquels le réel nous donne tort aussi souvent, c'est pas tous en fait. Voilà. Et donc le fait que le réel puisse nous donner tort régulièrement, ça c'est une particularité de l'ingénieur. Et donc à un moment donné, il y a une clarté. C'est pas juste si ça passe pas, je mentirai un peu, ou si ça se passe pas, je vais bullshiter. C'est pas possible. On bullshit pas les ordinateurs. Et donc ça crée des psychologies différentes. Alors ça peut aussi les rendre trop rigides. Il y a peut-être des fois où de temps en temps, il faudrait un peu arrondir les bords pour que ça passe mieux. Mais au global, ça fait des personnalités qui sont beaucoup plus exigeantes sur le plan de la structuration intellectuelle de ce qu'ils font. Alors, pour clore la partie CEO, on va dire, j'ai cherché quelques citations un peu à la con de différents CEO. Donc, il y a Warren Buffett. Ça va, c'est pas les miennes. Okay. Non, mais du coup, ça amène ma question. Okay. Je t'en lis quelques-unes. Donc, Warren Buffett, il dit que dans l'entrepreneuriat, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise. Jeff Bezos, il dit « Si vous ne voulez jamais être critiqué, pour l'amour du ciel, ne faites rien de nouveau. » Et Indra Nooyi, qui est l'ancien CEO de PepsiCo, il dit « Le leadership est difficile à définir et le bon leadership encore plus. Mais si vous pouvez amener les gens à vous suivre jusqu'au bout du monde, vous êtes un grand leader. »
Bon, c'est un peu des trucs qu'on trouve. Tu permets que je te les commente? Je t'en prie. Alors, c'est clair, le principe de la découverte, c'est qu'on est dans le brouillard de guerre, mais c'est pareil dans la vie, c'est-à-dire que quand on vit des moments importants dans la vie, des transformations, on sort de sa zone de confort, on remet en cause sa vie, on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de vivre, et après coup on fait mais oui, c'était évident, j'avais besoin de vivre tel truc. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'avancer en comprenant ce qui s'est passé, en comprenant pas ce qu'il y a devant, mais on continue d'avancer malgré tout. Sur la question de Bezos qui parlait de... redis-le-moi, c'était le... Si vous ne voulez jamais être critiqué, Ah oui, ne c'est faites ça. rien de nouveau. Alors sur la question de la critique, c'est marrant, j'en ai parlé récemment. Il faut savoir que l'innovation, c'est pas du tout un truc cool en fait, fondamentalement. C'est-à-dire qu'on dit toujours, enfin, ça paraît une évidence, les mecs cool de l'innovation, ah ouais, c'est trop bien, c'est innovant. En fait, ce n'est une qualité l'innovation que pour les gens qui sont à l'extérieur. Pour les gens de l'intérieur, ça s'appelle une malédiction, c'est très cher. Moi, j'ai ce défaut-là, c'est que je pense les choses innovantes naturellement. J'ai appris à me calmer, c'est-à-dire à dire, ok, Thomas, ça c'est très certainement vers où on va, etc. machin, mais on va commencer avec ce qu'on est capable de vendre aujourd'hui avec l'état des choses. Et en fait, il y a vraiment une distance entre cette évidence à long terme, etc. Et d'ailleurs, des gens qui ont eu raison trop tôt, il y en a plein. Et ça les a pas aidés. Et du coup, quand on fait de l'innovation, je dis c'est une malédiction, c'est un peu lourd comme... Pourquoi c'est une malédiction? Parce qu'en fait l'innovation c'est pas du tout un truc qui est facile, c'est hyper dur. On parle souvent de l'innovation d'ailleurs quand les produits sont déjà adoptés. Mais la vraie innovation, enfin le début en tout cas, c'est tout ce qui est au début, quoi. Le cimetière des innovations, c'est pas les trucs qu'on voit, ce qu'on voit c'est ce qui a survécu au cimetière des innovations. Et le vrai lieu de l'innovation, c'est le début. C'est le moment où on fait quelque chose qui n'a pas été éprouvé, que le marché ne connaît pas, ne comprend pas, et sur lequel il y a un changement des habitudes. Il n'y a rien de pire que de demander à quelqu'un de changer ses habitudes. Et quand vous faites de l'innovation, vous demandez un changement d'habitude. Alors, si vous êtes bon, vous allez arriver à faire comprendre le fait que le gain est supérieur au coût du changement d'habitude. Et puis peut-être que vous allez trouver une manière de l'intégrer de telle manière à ce que le changement d'habitude soit très peu coûteux. Tout ça, évidemment, ça va jouer. Mais c'est un coût d'explication qui est délirant. Et finalement, un des premiers coûts de l'innovation, c'est la pédagogie. Dès lors que vous faites de l'innovation, on est obligé de faire de la vulgarisation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'autre point qu'on ne prend pas en compte, c'est que l'innovation est quasiment toujours illégale en fait. Alors, si on prend, je parle vraiment de disruption. C'est-à-dire que si on prend des petites innovations, vous dites ok, on a réussi à passer la micro-caméra de l'iPhone en passant du 15 au 16, on a gagné 10 mégapixels, c'est une innovation, c'est pas une disruption. Une disruption, c'est un moment dans lequel on casse la manière dont la valeur est produite dans un écosystème. Par exemple, quand on passe sur la voiture autonome, par exemple, on va très certainement passer dans un monde à un moment donné où c'est pas juste des voitures qui conduisent toutes seules, on s'en fout de ça. Le vrai sujet, c'est pas la voiture qui se conduit toute seule, c'est le fait que d'un point de vue économique, à un moment donné, on va arrêter d'avoir des voitures propriétaires. Ça va être plus intéressant. Donc non seulement on va réduire le nombre d'accidents, ce qui est hyper important, mais aussi et surtout, on va commencer à passer dans un monde où les humains ne conduisent plus, c'est ça qui va vraiment réduire le nombre d'accidents, et aussi les engins ne sont plus propriétaires. Donc ça va changer l'équation économique. Et en fait, dans beaucoup de cas, quand on met en place de l'IA, on change l'équation économique. C'est comme tout à l'heure quand je parlais des bureaux d'études. Les bureaux d'études, ils commencent à arrêter de vendre du jour homme, ils commencent à vendre de l'abonnement. C'est en train de se faire, c'est au début. Mais c'est une relative évidence. Bon, et tous ces changements-là se retrouvent souvent dans des disruptions qui sont entre guillemets un peu illégales. Prenez par exemple les métiers de la conformité. Est-ce que c'est OK aujourd'hui de faire une conformité qui est faite par une machine? Sachant que dans beaucoup de métiers de conformité aujourd'hui, il y a des humains qui doivent entre guillemets prêter serment. C'est pas vrai partout, mais voilà. Il y a toujours des espèces de réactions comme ça du système immunitaire. Et toutes les grosses innovations qu'on voit, les Airbnb, les Uber, etc., même les Amazon ont toujours pris dans la tête des grosses contraintes réglementaires qui font que l'écosystème par nature n'était pas possible pour eux. Alors de temps en temps, c'est des contraintes qui se rajoutent après coup, etc. Mais globalement, une disruption, c'est quelque chose qui vient réécrire l'écosystème. Et on sous-estime toujours la lourdeur incroyable des lois, des normes, et je dirais même de la normalité qui vient asseoir et scléroser un écosystème existant. Donc l'innovation forte, qu'on appelle la disruption, qui est vraiment radicale, c'est toujours illégal quelque part. Et en fait, il faut jouer avec ça. Et comment on gère ça? C'est beaucoup du courage, encore une fois, ça revient, parce qu'il va falloir persister un peu. Et puis c'est beaucoup de subtilité d'investissement et de risque aussi. Voilà. Donc l'innovation, c'est avant tout c'est plus cher, c'est plus risqué, c'est plus compliqué. Donc un avantage, mais voilà. Et quel est l'avantage de l'autre côté? Parce que c'est quand même pas comme si c'était non plus qu'un défaut. C'est que ça permet d'obtenir souvent des monopoles temporaires,
C'est-à-dire que ça permet tout simplement d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas, et pendant un certain temps en tout cas. C'est ça la force de l'innovation fondamentale, mais effectivement ça coûte extrêmement cher. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs d'être suiveur, et on voit que parmi les grosses industries en termes qui ont le plus fait je dirais d'argent et qui ont été les plus efficaces sur l'innovation, c'est rarement les toutes premières. Ça arrive parfois, mais souvent c'est des suiveurs ou des suiveurs légers. Alors rien n'est complètement nouveau, mais bref, le fait d'être le tout premier à percer n'est pas forcément d'ailleurs la meilleure position. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, une parenthèse là-dessus, le grand vainqueur en ce moment de l'exploitation d'LLM, entre autres choses, c'est pas, avant d'être ChatGPT ou Claude ou quoi que ce soit, c'est Microsoft, pour une raison très simple. Au-delà du fait qu'ils ont investi dans ChatGPT, c'est le fait qu'en fait, ce sont des acteurs historiques des écosystèmes professionnels des entreprises. Et donc, ils déploient leur copilot tranquillement, mais avec des entreprises qui sont déjà conquises et sur lesquelles, qui pensent que d'abord, donner la donnée à Microsoft, c'est OK et c'est fiable. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que le lobbying Microsoft a fait penser depuis 10 ans. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une confiance qui s'est établie envers Microsoft. Et deux, ils ont accès à toutes les données. Ça tombe bien, les LLM, pour que ça marche au mieux, il faut avoir accès au CRM, aux bases de données clients, aux bases de données prospects, etc. Machin. Donc, il se peut que les grands gagnants des LLM, in fine, soient pas ceux qui ont porté les LLM eux-mêmes, mais soient très certainement les acteurs industriels qui, même peut-être longtemps après coup, vont arriver à les installer très largement. Et d'ailleurs, Apple est attendu sur ce plan, puisqu'ils ont été plus tardifs, mais ils ont des écosystèmes tellement bien fichus et ils ont une arrivée de l'IA qui a été plus mature. On s'attend aussi à ce que peut-être Apple soit un des meilleurs exploitants de l'IA alors qu'ils arrivent très tardivement. D'accord. Donc, si on t'imaginait une citation, je remarque qu'il y a du coup le courage, Ouais. La rigueur intellectuelle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Chercher à avoir un monopole, mais ça, je sais pas si... Putain, tu me demandes d'inventer une citation en live, c'est chaud. Pour qu'on puisse la noter après sur ton Wikipédia. Là, alors là, il y a le courage, c'est sûr. L'entrepreneuriat, c'est le courage sous toutes ses formes, et en particulier sous les formes qu'on n'attend pas. On va partir sur ça. Ok, ça marche. On peut peut-être parler un peu de l'IA et du travail, très, très brièvement. Oui, il y a une relation, je suis d'accord. Il y a une petite relation, pas petite. Je lisais récemment le livre Bullshit Jobs, qui a été écrit par David Graeber. Et il parlait du fait que ces bullshit jobs servent à occuper les gens, à entretenir l'illusion de productivité pour un peu maintenir les structures de pouvoir. Donc je pense que ça serait intéressant d'avoir ton opinion sur l'IA et son rôle là-dedans, sur ce maintien de pouvoir. Est-ce que tu imagines que ça va chambouler un peu tout ça, ou qu'au final c'est une autoroute vers une continuité? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on pense à l'IA et à l'automatisation, d'abord, on se dit que ça va automatiser des métiers. Souvent, en vrai, ça automatise des tâches. Heureusement, assez peu de métiers sont monotâches. Mais au-delà de ça, on se dit, OK, il y a du travail dans une certaine quantité et ça va l'automatiser sur une bonne partie, donc il y aura besoin de moins de personnes au global. A priori, l'équation semble très simple. En réalité, il y a des choses, mais il y a 2-3 trucs qui sont intéressants à intégrer pour comprendre ce qui se passe pour de vrai. La première, c'est que globalement, dans la plupart des entreprises, les gens ne sont pas en train de faire 35 heures de boulot et puis rentrent chez eux à 17h pile et puis c'est terminé. Les gens n'ont pas le temps de terminer leur journée correctement, ils finissent plus tard. Et les points les plus importants de la progression de l'entreprise sont en permanence agressés par des gestions du quotidien de choses très compliquées, etc. L'exécution des choses secondaires ralentit l'exécution du principal qui est toujours envoyé au lendemain. En même temps, les entreprises se battent contre des sujets qui sont très complexes, la santé mentale au travail, l'égalité, une concurrence internationale de plus en plus rude, les enjeux écologiques qui sont de plus en plus urgents. Et tout ça, en fait, ça fait que quand on donne il faut donner vraiment beaucoup de temps aux gens pour qu'on commence à se dire qu'on va le virer, quoi. C'est pas le sujet principal, en fait. Alors, il y a un autre cas, c'est qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté. Et que, dans certains cas, effectivement, une société en difficulté pourrait survivre en se séparant d'une certaine partie de ses collaborateurs et en mettant à la place des automatisations. Ça peut arriver, c'est plutôt rare. Mais ces entreprises qui sont déjà en difficulté, c'est-à-dire que de toute manière, elles se seraient séparées de cette masse salariale, simplement, elles sont en train de trouver une alternative pour que toute l'activité ne se casse pas la figure. Ça, c'est un autre sujet.
Mais dans la plupart des boîtes qui fonctionnent bien, qui existent, etc., même si elles ne sont pas en croissance forte, les gens sont sous l'eau, quoi. Le sujet, c'est de leur donner un peu une qualité de vie, de se remettre en marche, etc. Notamment avec toutes les exigences qu'on se donne aujourd'hui. Et alors les bullshit jobs, c'est un autre élément à l'équation, effectivement, c'est que, alors ça, je ne sais pas si c'est un vrai phénomène ou un épiphénomène par rapport à l'IA, mais effectivement, il y a plein de raisons qui font qu'on garde des bullshit jobs dans les entreprises, parce que on a du mal à faire des réorganisations, ou tout simplement parce que quand on est dirigeant d'un pôle, par exemple, on a un pôle à gérer, sa puissance perçue dans l'entreprise, c'est son budget, c'est le nombre de personnes qu'on gère, etc. Il y a plein de raisons en fait d'être contre l'IA quand on est, je dirais, dans une situation où on est un peu assise et qu'on maîtrise, etc. Le simple fait d'avoir peur du changement, le fait de se retrouver à gérer moins de personnes qui est effectivement perçu comme un synonyme de pouvoir. Ouais, l'IA vient mettre le bazar, assurément, dans cette histoire, en rationalisant aussi beaucoup. Oui, parce que le dernier point, c'est que quand on met en place de l'IA, on rationalise aussi les métiers. Ça, c'est un autre truc. Quand vous avez des métiers qui passent par le spectre de l'IA, même sans mettre en place de l'IA, le simple processus d'analyser le métier, d'essayer de le rationaliser, de l'objectiver, suffit à créer de la performance supplémentaire, souvent. Parce qu'on fait ce qu'on appelle du process mining, c'est-à-dire qu'on analyse, on identifie les processus, comment ils fonctionnent, comment les gens travaillent, et souvent on se rend compte, c'est normal, quoi. Ils n'ont pas forcément eu le temps d'unifier, où chacun fait un peu son truc dans son coin, et donc on va recréer de la performance, ne serait-ce qu'en analysant ces processus-là. Mais tu vois, ça me fait penser à... Bon, ça n'a pas grand rapport avec l'IA, mais le basket, le sport du basket, a souvent eu ce problème, surtout ces dernières années, du fait de qualifier certains joueurs comme très bons et d'autres pas du tout, en se basant seulement sur les statistiques, les choses qui sont facilement quantifiables, donc un rebond, un point marqué, un panier marqué, etc. Quand tu parles d'analyser des métiers, du coup, ma première idée qui me vient en tête, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas ce problème du coup de ne pas valoriser certaines parties qui sont beaucoup plus humaines, comme par exemple, je sais pas, il y a Didier qui s'occupe de lire des documents, mais Didier, en fait, il fait aussi des blagues par la pause déj et ça motive tout le monde et tout le monde, il y a une bonne ambiance qui se crée, etc. Donc je peux demander si il n'y avait pas ce problème-là, tu vois, peut-être qui se cache dans cette revalorisation. Le fait d'avoir du mal, je dirais, c'est ça, à évaluer les collaborateurs selon des critères objectifs et de ne pas prendre en compte. Ouais. C'est-à-dire que le problème, oui, en fait, c'est un problème qui dépasse l'IA, à mon sens. C'est-à-dire que on sait que ce qui fait qu'une entreprise marche, qu'une équipe marche, etc., c'est toujours un peu subtil. Alors, dans le meilleur des cas, on considère qu'on essaie de prendre en compte l'humain et les dimensions un peu subtiles, c'est bien. Par exemple, des différences cognitives dans une équipe, c'est une bonne chose, globalement. Donc là, si on revient sur les types de personnalités, on parlait de Big Five tout à l'heure, on sait que voilà, si vous avez différents types de personnalités dans une équipe, c'est plutôt une bonne chose en moyenne, même s'il y a des types qui peuvent être plus ou moins, je dirais, orthogonales par rapport à un type de métier. Globalement, c'est une bonne chose. En revanche, dans le pire des cas, ça peut être aussi une manière de se cacher. C'est-à-dire de dire, ok, oui, mais il y a une utilité parce que machin, etc. Puis bon, voilà, il y a aussi, voilà, il y a le pire et il y a le meilleur là-dedans. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, effectivement, quand on donne des grilles de lecture à l'IA, elle les applique de manière très... voilà, quand on dit la justice est aveugle, de ce point de vue-là, l'IA aussi, quoi. Si on devait la représenter, on lui mettrait un bandeau sur les yeux comme la justice, parce que de toute évidence, dans sa manière de fonctionner, elle va appliquer tel quel ce qu'on lui a donné, quoi, comme mécanique. Et si on lui donne une mécanique bête ou statistique, elle va bêtement appliquer une mécanique statistique, quoi. Voilà. Et ça peut retrouver plein de biais, hein. On a vu il y a quelques temps, même si c'est... voilà, ça commence à être une tarte à la crème. Tout ce qui est recrutement, par exemple, qui se baserait sur des historiques. On sait que si les recrutements sont historiquement un peu biaisés, un peu genrés, un peu sexistes, etc., l'IA va reproduire les comportements sexistes et elle va les porter en masse. C'est ce qui s'est passé avec, je crois que c'est Amazon qui a fait une expérimentation là-dessus il y a quelques années. Ça a fait une tollée parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'elle reproduisait les comportements sexistes. Et le vrai problème de l'IA là-dessus, c'est pas tant le fait qu'en soi il y ait du sexisme, puisqu'il faut d'abord qu'on le corrige au niveau humain, ça c'est clair. Enfin, c'est pas comme si c'était nouveau d'un seul coup. Le problème, c'est qu'elle le massifie, c'est-à-dire que n'importe quoi que vous mettez dans l'IA, à un moment donné, vous avez un effet x100, x10, x1000, quoi. Le truc est démultiplié. Et donc, bon, on lutte contre le sexisme avec un certain niveau de moyens, mais quand on le fait sur de l'IA, les moyens à mettre en place sont encore plus élevés, parce que, en fait, tout d'un coup,
si on ne le fait pas correctement, si on ne met pas le niveau d'investigation, les dégâts vont être énormes. Donc effectivement, toutes ces considérations un peu subtiles, on va devoir prendre le temps là-dessus. Est-ce qu'elles valent le coup? Est-ce qu'elles sont censées? En fait, ça nous renvoie finalement à des discussions. Est-ce qu'on garde quelqu'un parce qu'il est sympa alors qu'il y a des critères différents? Enfin, toutes ces espèces de critères un peu mous qui peuvent créer des discussions de comptoir pendant des heures sur le management, le machin, etc. Toutes ces questions-là, elles vont se retrouver elles vont avoir une particularité, c'est qu'on ne pourra plus les laisser traîner comme à la fin on a tranché, on a coupé la poire en deux, ou on a fait à peu près, ou on a fait à main levée. Non, à la fin l'IA elle va trancher, et elle va trancher selon une mécanique qui est très claire. Donc il faudra décider. C'est un peu la même problématique que les voitures autonomes. On sait aujourd'hui que quand on conduit, on peut se retrouver face à des choix cornéliens. On peut se retrouver à devoir écraser une personne ou une autre dans le pire des cas. C'est ce qu'on appelle le dilemme du tramway en philosophie, classiquement. Mais c'est pas grave c'est pas grave. C'est évidemment un problème, mais on ne traite pas ce sujet-là. C'est-à-dire, on ne dit pas au conducteur, si vous vous retrouvez sur la route et que vous avez le choix entre écraser 2 personnes âgées ou un enfant, vous allez écraser tel ou tel. On ne leur dit pas, parce que c'est une zone de grise de non-dit. Le problème de l'IA, c'est que quand on fait des voitures autonomes, c'est écrit noir sur blanc dans le code. Et en fait, le problème, il n'est pas tant dans le dilemme éthique en soi, qui existait déjà, qui n'est pas nouveau. Il est dans le fait qu'on est obligé de prendre une décision définitive et explicite à ce dilemme. Et en fait, on se cachait un petit peu derrière la zone grise c'est un non-dit, quoi. C'est un tabou social, quoi. C'est un sujet qui n'existe pas. Et donc l'IA nous oblige finalement à objectiver, je dirais, à mettre en évidence, à expliciter des dilemmes qui sont les nôtres. Et c'est pas tant finalement l'émergence de dilemmes que le fait de les expliciter et d'obliger à prendre une décision définitive finalement qui est difficile. Donc tu dirais que l'IA nous met face à face avec nos problèmes très humains. Nos choix, d'accord. Nos contradictions d'une certaine manière aussi. Est-ce que tu dirais, on va parler de la technique. Non. De manière générale, en tant que concept philosophique, est-ce que tu dirais que tu es techno-optimiste ou techno-pessimiste? Alors tout le monde a envie de répondre techno-réaliste en vrai, ça c'est la classique. Ce serait la carte facile, je suis techno-réaliste tellement bien. Non, je suis plutôt un techno-optimiste, mais je me méfie terriblement du solutionnisme, qui est l'idée que la technologie résoudrait tout. Moi, je pense que la technologie, ça crée des leviers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une certaine vision du monde, une éthique, etc. La plupart des visions du monde ont besoin de ressources. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir, à un moment donné, par nature, en tant qu'humain, dans un monde physique qui est contraint, on ne peut pas tout faire, quoi. Il faut qu'on mange, il faut qu'on dorme, il faut qu'on trouve des solutions, et n'importe quel projet a un coût, quoi. Et en fait, tout simplement, les technologies, ça permet d'augmenter les possibles. Et donc de diminuer le champ des impossibles. Et donc c'est une très bonne chose pour créer des idéaux, pour créer un monde qui soit meilleur, etc. Encore faut-il, et c'est là que le solutionnisme est un problème. Donc le solutionnisme, pour rappel pour nos auditeurs, c'est l'idée que la technologie résoudrait tout. Et à un moment donné, finalement, tous nos problèmes humains ne seraient que la conséquence de technologies pas encore assez évoluées, et que finalement tout se résoudrait dès lors qu'on ait la technologie suffisante. C'est une idée qui nous vient beaucoup de la science-fiction aussi, quelque part. On a des films, des séries comme Star Trek, dans lesquelles on se rend compte qu'en fait, dans une humanité qui est très avancée technologiquement, tout le monde est devenu pacifiste. Il n'y a plus d'argent, il y a plus d'argent, donc les gens n'utilisent plus d'argent. C'est quelque chose, c'est vu comme quelque chose d'un peu primaire, etc. Et donc cette espèce d'équation de dire, voilà, avec une technologie, une science très avancée, finalement la science a répondu à tous les problèmes, la technologie a répondu à tous les problèmes, donc les humains s'entendent bien, et puis c'est une évidence, quoi. Comme si finalement les problèmes de l'humanité étaient un problème intellectuel et technique. Alors, évidemment que c'est pas le cas, que les problèmes politiques ne se résument pas à des problématiques techniques, technologiques ou intellectuelles, et qu'il y a des décisions à prendre, des décisions politiques, il y a des enjeux éthiques, il y a des endroits sur lesquels il n'y a pas de très très bonnes réponses. La technique nous permet de prendre des meilleures réponses, d'avoir plus de choix. Mais globalement, les exemples de mauvaise utilisation de la technique, évidemment, ne manquent pas. Et donc, ça ne se substitue pas du tout à une réflexion politique. Et quand je dis politique, ce que je veux dire par là, c'est vraiment au sens premier de politique, quoi. C'est une policy, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre monde, quoi, hein. Pas politique au sens de la visibilité de l'électorat, mais vraiment question de qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, quoi. Qu'est-ce qu'on choisit pour notre monde et qu'est-ce qu'on en fait. Cette question, elle est fondamentale. Parce que l'IA, elle ne nous remplace pas sur ce qui est peut-être notre dimension principale, qui est le désir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA, elle automatise plein de choses, elle fait plein de choses pour nous, mais elle n'est jamais que ce qu'on lui demande d'être. Et même quand elle nous surprend, on sait qu'on l'a conçue d'une manière qui va nous surprendre. Et donc on a cette responsabilité de notre désir, de notre projet, etc. Et on a cette responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie humaine, de la vie pas humaine, de tout ce qui peut se passer, notre environnement. Et ça rien ne le remplacera, quoi. C'est pour ça que certes, optimiste en technologie, mais pas solutionniste, quoi. Et c'est vrai que du coup, ça me fait penser à Jacques Ellul qui disait que la technique amène des solutions, mais elle crée aussi des problèmes
des nouveaux problèmes à régler. Donc, par exemple, toute cette question d'énergie. Donc, par exemple, l'IA, du moins sous la forme LLM, c'est super bien. Ça résout plein de choses. Tout le monde peut écrire son devoir de maths, enfin de français en 5 secondes. Mais du coup, il y a besoin d'énergie pour ça. Mais ça me fait penser du coup, au capitalisme de manière générale, toujours créer des nouveaux besoins, etc. Donc, je me demandais si tu avais aussi en tête d'autres cercles vicieux comme ça. Mhm. Je ne suis pas un économiste, mais c'est vrai qu'il y a des lectures un peu étonnantes qui existent. L'accélérationnisme, par exemple, qui dirait que voilà, en fait, le capitalisme serait juste un mauvais moment à passer. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Ce qui est certain, si on regarde sous l'angle des choses concrètes et de ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'effectivement, globalement, l'avancée technologique nous donne plein de réponses, mais que ça progresse très vite. Et quand ça progresse de manière complètement immaîtrisée, ça peut poser des soucis, ça cause des problèmes. L'enjeu maintenant, c'est d'arriver, je dirais, à réguler, comment dire ça, c'est de faire en sorte que les changements, les nouveautés, etc., soient au service du bien commun, plus que ce qu'elles coûtent et qu'on puisse tout simplement en parler. Des fois, c'est vrai qu'en Europe, on est critiqué pour avoir une grosse régulation. De ce point de vue-là, il y a du positif et il y a du négatif. Je pense que le vrai sujet de l'Europe, c'est pas la légifération, c'est pas le fait de légiférer ou d'avoir beaucoup de lois. Le vrai sujet, c'est d'arriver à faire coïncider de l'innovation avec un cadre pour le bien commun, quoi. C'est ça le vrai enjeu. Et donc légiférer rapidement, être capable d'être réactif et surtout de créer des cadres qui permettent l'innovation malgré tout, quoi. Voilà, c'est ça qui est problématique. C'est le fait à un moment donné de bloquer complètement le jeu à cet endroit-là. Alors, il y a des fois où c'est juste, hein. Et puis il y a des endroits où on va avoir des dilemmes beaucoup plus compliqués. Alors c'est pas mon domaine, mais par exemple sur tout ce qui est bioéthique, on sait aujourd'hui que la Chine a une liberté terrible qui fait que tout en faisant des expériences absolument horribles, ils vont certainement permettre des innovations en santé dont on bénéficiera indirectement parce qu'ils ont porté des expériences dans des cadres bioéthiques qui sont insupportables à entendre, quoi. Voilà. Ça, c'est des cas qui sont plus délicats, je dirais, à traiter. Voilà, donc clairement, on ne peut pas dissocier l'évolution technologique, le progrès et l'innovation d'une question de légiférer. Maintenant, il faut le faire de manière plus intelligente. Si les innovations sont toujours illégales, c'est aussi parce qu'on a tendance à avoir des systèmes qui sont trop rigides. Dans un monde idéal, l'innovation ne devrait pas être illégale par principe. Mais voilà, on a, je dirais, une sur-institutionnalisation des systèmes globalement qui nous tient en laisse souvent, quoi. Voilà. On arrive à la fin de Ça va ce trop vite. podcast. Ça va beaucoup trop vite. Et on pourrait parler pendant des heures, j'ai l'impression. J'aimerais bien avoir ton opinion sur ton existence actuelle, plutôt d'un point de vue macro, donc pas juste toi, petit être humain. Mais Parce que moi, j'existe pas beaucoup en macro, hein. La plupart du temps, je suis en localité quelque part. ouais, c'est ça. Voilà, sauf citer Jésus en apparence, mais bon, ça c'est une autre question. Quel est, d'après toi, le moment de l'humanité qu'on est en train de vivre actuellement? Dans quel contexte on est? Est-ce qu'on est dans du coup, cette accélération soudaine? Est-ce que tout va trop vite? Est-ce que tout va trop lentement? Je crois, moi, le truc intéressant que je remarque, je pense qu'il y a 10 000 manières de le traiter, mais moi, ce que je remarque qui est intéressant, c'est qu'on est... je pense qu'on est sur une période où on est les premières générations sur lesquelles la rupture intergénérationnelle est aussi forte. C'est-à-dire que on a aujourd'hui qui existe en même temps dans ce monde des générations qui partageaient beaucoup de choses avec la génération précédente de leurs parents et des générations qui n'ont plus rien à voir de commun avec leurs parents et qui ne se comprennent plus. Et aussi des générations qui sont habituées, qui commencent à apparaître, qui sont habituées au fait qu'ils ne se comprennent pas avec leurs parents. C'est qu'ils ne sont pas la même génération, mais c'est pas grave, parce que les parents eux-mêmes ne se comprenaient plus avec leurs parents, et donc donc il y a une espèce de cassure. Je pense que je suis dans la génération du milieu, c'est-à-dire celle où on ne se comprend plus avec nos parents, mais on se prépare déjà à avoir une future génération qu'on ne comprendra pas, donc c'est pas grave. On est rentré dans le truc de se dire le monde change et on est dedans. Mais on est dans cette cassure de dire finalement... Le monde change, et ce changement, c'est vachement intéressant, c'est ce qu'on pourrait appeler l'impermanence. Alors l'impermanence, c'est un terme qui est souvent associé à une philosophie un peu bouddhiste, un peu orientale, etc. En réalité, c'est quelque chose qu'on impacte très mal en Occident. C'est pas notre culture naturelle du monde, c'est pas dans notre, je dirais, c'est pas dans notre culture collective.
Mais effectivement, on est dans un monde où l'impermanence est en train de se faire quelque chose de plus normal. Et ça, c'est très particulier. Ça fait qu'effectivement, il y a cette rupture générationnelle, mais ça fait aussi, par exemple, que dans le travail, de plus en plus, un métier, c'est pas pour la vie, en fait. Ou en tout cas, pas tel qu'on le pense. L'idée d'avoir 5 ans d'études ou 3 ans d'études, et puis on se met à faire un métier, et puis ça bouge plus, ça n'existe pas, en fait. Ça n'a plus de sens, ça n'a déjà pas de sens aujourd'hui, ça de moins en moins, et ça va en avoir encore moins demain. C'est-à-dire que de plus en plus, les deux vont s'intermêler, on va réapprendre en permanence, les choses vont changer. Et donc, ouais, on est rentré dans une vitesse qui crée des ruptures à plein d'endroits, et donc il va falloir réapprendre à penser le monde dans un rapport à la stabilité qui n'est pas le même. Donc il va falloir prendre plus soin des gens aussi, parce que c'est d'autant plus difficile de se retrouver en situation, enfin de se sentir en situation de difficultés là-dedans. C'est-à-dire que toutes les difficultés qui sont liées à l'insertion professionnelle et sociale, c'est d'autant plus compliqué dans un monde qui change trop vite, parce que l'illettrisme technologique, il est encore plus fort, il est encore plus profond, il est encore plus difficile. Les changements professionnels qui vont trop vite, on sait que le rapport au travail, il a besoin d'être un peu revu. Dans un monde qui est plus mécanisé, qui est plus autoportant d'un point de vue technologique, c'est plus difficile de rentrer professionnellement parlant, mais on peut aussi moins en vouloir aux gens de ne pas avoir une activité professionnelle systématique et tout. Voilà. Donc c'est sûr que le rapport au travail va devoir se modifier un peu. Il y a d'autant plus de responsabilités sur les acteurs qui sont présents. Alors je m'avance un peu, c'est-à-dire qu'on est dans ce chemin-là, ça va se faire progressivement, mais quand on voit des métiers comme le marketing, on réalise bien qu'aujourd'hui, par exemple, le marketing n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans, parce que c'est devenu un métier de tech, quoi, le marketing aujourd'hui. Si vous faites du marketing, vous faites de la tech, en fait. Et ça va arriver sur tous les métiers progressivement, cette réalité-là. Et donc je pense que l'âge qu'on est en train de vivre en ce moment, on est en train de passer dans un monde d'impermanence, ou en tout cas on est en train de basculer dans une impermanence beaucoup plus forte, et qui, je pense, va causer beaucoup de tensions entre un monde ancien qui s'effondre et un monde nouveau qui apparaît, un peu, qui s'accouche aussi un peu dans la douleur, et en même temps qui va poser ces problématiques nouvelles. C'est-à-dire qu'on sent bien que sur certains aspects, il y a un relativisme qui émerge sur plein d'aspects, et en même temps, il y a une demande sur d'autres. On sent que la demande du sens, par exemple, elle est beaucoup plus prépondérante qu'avant, elle est moins autoportante. On sent que les demandes des nouvelles générations dans le travail n'est pas la même. Donc ouais, je pressens, la rupture est évidente, et si je devais en nommer une caractéristique, ce serait très certainement l'impermanence. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent que... Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on traduit souvent du coup, cette cassure par cette incompréhension de nouvelles technologies. Du coup, on ne comprend pas comment marche l'IA, par exemple, mais il y a plein d'autres sujets comme l'IA. J'ai l'impression que par cette cassure qui est technologique, on a une cassure qui est aussi philosophique. Et que du coup, toutes les philosophies de vie, cette sorte d'empilation de connaissances qu'on a à travers une vie, qui amène quand même à une, logiquement, enfin j'ose espérer, à une philosophie de vie qui est peut-être la bonne, le fait de ne pas se soucier de certaines choses, j'ai peur que du coup cette cassure technologique amène à cette cassure philosophique, et que les anciennes générations puissent plus transmettre ces philosophies de vie. Oui, mais elles vont se réinventer. Le vrai danger, pour moi, c'est surtout comment dire. En vrai, les générations ont besoin de s'entraider. Pour moi, c'est ma sensation profonde quand je regarde tous ces entrepreneurs avec lesquels je travaille, ces personnes que je suis, que j'accompagne, tous ces environnements que je parcours. C'est que les générations ont besoin de s'entraider. Elles en ont terriblement besoin. Mais elles ont du mal, parce que justement à cause de ces ruptures-là. Voilà. Mais elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de ça. C'est pas, ma conviction profonde, c'est que c'est pas normal d'être humain tout seul. Et pour plein de raisons, aujourd'hui, on peut avoir tendance à se sentir seul, ou on peut ne pas aller suffisamment s'appuyer sur les autres, etc. Effectivement, cette rupture générationnelle, cette rupture philosophique, et c'est vrai, quelque part, elle met en difficulté sur le fait d'aller chercher de l'aide, du support, tout simplement parce qu'il y aurait trop de différences, une difficulté à se comprendre, et en même temps, il y en a terriblement besoin. Je pense que moi, je mets la responsabilité beaucoup là-dessus, sur ceux qui ont eu plus de temps d'être sur cette terre, et je leur donne la responsabilité de se dire, ok, c'est aussi à eux de faire le boulot, ils ont plus de temps, en moyenne, ils ont un peu plus d'argent, ils ont un peu plus de disponibilité, etc. C'est aussi à eux de faire le boulot de rester connectés, et de ne pas devenir des vieux cons à un moment donné ou un autre, quoi. Je veux dire, c'est une responsabilité de ne pas devenir un vieux con. Moi, je me la donne, mais c'est aussi un boulot de se dire, quand TikTok est apparu, à un moment donné, moi, TikTok, techniquement, c'est pas ma génération, techniquement, mais ça devrait être je dirais, une responsabilité personnelle de se dire à un moment donné sur un truc qui a autant d'importance et qui est aussi normal, de se dire mais qu'est-ce que c'est, et de pas immédiatement le détester, de dire mais non, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, et puis ces jeunes avec leurs problèmes d'attention, ils n'arrivent pas à regarder des vidéos qui font plus de 10 secondes, mais non, c'est beaucoup plus profond et intéressant ce que ça raconte. Et même si ça plaît pas, on a ce devoir de rester connecté à ce qui arrive, parce que c'est pas parce que ça nous plaît pas
que ça n'a aucune utilité, que ça n'a aucune importance. C'est la réalité de ce qui est en train de se passer. Et on peut ne pas être d'accord, on peut le porter différemment, mais quand on critique quelque chose, quand on n'est pas d'accord, on a quand même une responsabilité, c'est d'aller au bout. Et je pense qu'il faut aller au bout de ce qui se passe. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont difficiles. Par exemple, semble-t-il qu'on a des explosions de certaines nouvelles formes de pathologies psychiques qui sont liées aux écrans, etc. Machin. On parle beaucoup de troubles de l'attention, de plein de choses, etc. Qu'est-ce qui est lié ou pas, c'est assez complexe à savoir. On a une responsabilité vis-à-vis de ça, il faut la traiter. Mais se dire à un moment donné très simplement, tout est la faute aux écrans, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la tendance de cette position du vieux con, que je donne avec beaucoup d'affection, voilà, il faut éviter. Je pense qu'on devrait tous se donner à soi-même la responsabilité et l'ambition de jamais devenir le vieux con de quelqu'un d'autre et de toujours être dans cette ouverture bienveillante de chercher à comprendre ce que le monde est en train de devenir et d'être en relation, en communication, en ouverture, en co-construction, plutôt qu'en repli lointain. Une très bonne réponse. On va arriver à la dernière question. Mais avant, du coup, pendant que je la cherche, parce que du coup, elle est cachée à travers toutes mes notes, est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, que tu juges important de mentionner, du coup? On a parlé tout à l'heure un petit peu du sens. Je pense que c'est un truc vraiment intéressant, c'est-à-dire que le rapport au travail est en train de changer sur les nouvelles générations. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est un point qui est marqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des recruteurs qui sont en difficulté, qui comprennent plus ce que c'est, je dirais que le rapport à l'injonction financière n'est pas suffisant, quoi, pour plein de raisons. Parce qu'on a aussi des jeunes générations qui sont nées dans un monde où l'anxiété climatique était là de base. Moi, c'est pas mon cas, je suis né en 92. L'anxiété climatique, même si l'écologie a toujours été un sujet, l'anxiété climatique est un peu plus tardive. Mais il y a des gens qui sont nés là-dedans et qui, à un moment donné, auraient presque un rapport au monde dans lequel ils pressentent une collapse, un effondrement qui serait imminent ou quoi. Est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une anxiété. Et l'anxiété, elle met en position de dire, qu'est-ce que la suite? Ce qui compte, ça va être l'humain, ça va être qu'il y ait du sens, ça va être qu'il y ait de l'impact. Et dans un monde où on se dit que on fait des énormes erreurs sur le plan de la gestion de notre environnement, enfin le carbone étant qu'une petite partie de toutes ces erreurs qu'on fait sur le plan écologique, sur lesquelles on n'arrive pas à driver au niveau mondial, c'est des générations qui se disent soit je fais quelque chose qui est important pour l'humanité au premier plan, soit non, quoi. Les bullshit jobs, c'est pas possible. Faire des PowerPoint toute la journée, par principe, c'est pas possible. Et j'irais même plus loin. Les trucs que peuvent faire l'IA facilement, alors que moi, ça me prend des plombs, mais ça sert à rien, c'est pas possible non plus, en fait. Donc le travail laborieux, insensé ou, je dirais, contre nature, contre éthique, va pas être possible, quoi. T'es prêt pour la dernière question? Je suis absolument prêt. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de temps à y répondre, mais bon, okay. à chacun son temps de réflexion. Ma question est la suivante. Donc, un livre, un poème, une chanson, une œuvre, si le monde devait brûler demain, qu'il revenait à toi de sauver une œuvre d'art, donc quel que soit son type, pour qu'elle erre dans l'espace et que quelqu'un ou quelque chose puisse la retrouver, que choisirais-tu? C'est horrible. Je trouve cette question absolument horrible. C'est un des pires dilemmes qu'on a pu aborder ce soir. Systématiquement une violence pour tous les autres. Alors, il faut savoir que j'ai une passion pour certains penseurs en philosophie, un en particulier qui m'a beaucoup marqué, qui est Carl Gustav Jung. Un auteur qui est ni très aimé ni très bien compris en France, plus en Suisse évidemment. Donc évidemment je serais tenté d'aller chercher quelque chose du côté de Jung parce que je pense qu'il a vraiment apporté des compréhensions qu'on en a encore pour 200 ans à bien les capter. C'est celui qui a parlé du MBTI, c'est ça Non, Jung a inventé un modèle cognitif effectivement dont le MBTI est un dérivé, je dirais un repackaging managérial. D'ailleurs, si ça intéresse nos auditeurs le MBTI, je les invite à regarder les fonctions cognitives jungiennes, qui est le fondamental psychométrique derrière, qui est beaucoup plus intéressant. Mais Jung s'est intéressé à énormément de choses. On lui reproche une lecture un peu mystique du monde, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui ne s'y résume pas. C'est avant tout un empiriste. Voilà. Et donc, je dirais qu'il a remis en équation beaucoup de choses de l'ordre dans le développement de l'individu. Je pense que de ce point de vue-là, on lui doit vraiment beaucoup. Donc ça, c'est très personnel dans ma lecture philosophique. C'est vraiment difficile de choisir. Donc je serais vraiment tenté par du Jung. Qu'est-ce qui serait peut-être le livre qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus changé à un moment donné? C'est vraiment très dur. C'est très 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 dur. En vrai,
Je pense que je prendrais Si on devait repartir de zéro, que ça devait flotter dans l'espace, je crois que je serais quand même tenté de prendre une œuvre artistique par poésie. D'accord. C'est terrible, hein, parce que j'ai très envie d'envoyer le livre Jung, le livre rouge de Carl Jung ou un truc comme ça. Et en fait, je me dis que j'enverrai quand même une de nos plus belles œuvres, très certainement dans l'espace par poésie, je sais pas. Parce que Carl Jung, c'est basé sur l'être humain, mais s'il n'y a plus d'être humain... S'il n'y a plus d'être humain, c'est vrai, mais est-ce que s'il n'y a plus d'être humain et que finalement des créatures tombent là-dessus, est-ce que finalement elles partageront pas un certain rapport, est-ce qu'elles auraient une psychologie qui n'aurait plus rien à voir? Peut-être. Ouais, bah ça nous met en difficulté cette réflexion. Alors peut-être certainement, ouais, peut-être, je sais pas, On a tous nos œuvres préférées. Moi, j'ai toujours énormément aimé La Porte des Enfers de Dante, cette espèce d'énorme sculpture que je trouve absolument magnifique. Voilà. Mais une porte des enfers dans l'espace, je dis que ça a de la gueule, donc je vais rester là-dessus. Voilà. Pour une réponse un peu rock'n'roll. Très bien. Thomas Solignac, merci. Merci beaucoup à toi.